Je me présente d'abord David Boubani. Je suis ravi d'être ici parmi vous. Donc, oui, alors, est-ce que c'est mieux maintenant? Mesdames, Messieurs, ce soir, c'est avec une immense joie que je vous convie à une soirée de musique et de virtuosité, j'espère, où chaque note résonnera comme une invitation à un voyage au cœur de l'émotion et de l'excellence. En ma qualité d'artiste, je suis honoré de partager avec vous mon amour pour la musique à travers un récital où la diversité et la passion se conjuguent harmonieusement. Avec une voix, j'espère, enchanteresse, je vous interpréterai des airs emblématiques tels que Non più andrai de Mozart, où la verve et la vivacité se mêlent avec une grâce infinie. Laissez-vous ensuite séduire par la légèreté et l'élégance de la Donna Immobile de Verdi, une ode à la beauté féminine et à l'art de la séduction. Puis, plongez dans des profondeurs de l'âme avec Oblivion de Piazzolla, une œuvre poignante qui, en fait, évoque la nostalgie et le désir avec une intensité saisissante. D'accord. Et lorsque je prendrai mon violon, laissez-vous emporter par les sonorités envoûtantes, j'espère, de marche pour la cérémonie des Turcs de Jean-Baptiste Lully. Tout ça, c'est génial. Ensuite, la virtuosité et la majesté se rencontrent dans un tourbillon d'émotions. My Way résonnera ensuite comme un hymne à la liberté et à la individualité, en fait, avec comme l'air de Bach, l'air de Jean-Sébastien Bach ne viennent clore cette soirée en apothéose dans une explosion de beauté et d'émotion. Donc, mesdames, messieurs, je vous invite à partager avec moi ce moment d'exception où la musique nous transporte au-delà des mots vers un univers de grâce et de passion. Merci. Alors, ce que je demanderais de bien vouloir avoir de silence pendant 12-15 minutes, c'est ce que je souhaite vraiment avoir, parce que c'est super important pour la concentration et pour le bien de chacun de savourer. Oui, merci de maintenir le silence par respect pour l'artiste. Voilà. Normalement, il y a quelqu'un qui s'occupe de la musique, mais ici, je vais faire le tonmeister, etc. Donc, désolé pour l'inconvénient. Je n'aime pas m'excuser, mais parfois, le côté technique n'est pas toujours au rendez-vous. Je fais tout seul, parce que normalement, c'est un technicien qui est là. Donc, voilà. Ah oui. La donna immobile,
qual piuma al vento muta d'accento e di pensiero, sempre un amabile leggiadro viso, in pianto in riso e menzognero. La donna è mobil, qual piuma al vento muta d'accento e di pensier. E di pensier e di pensier. È sempre misero che a lei s'affida, chi le confida, mai cauta il core, pur mai non sentesi felice pieno, qui su quel seno non liba amore. La donna è mobil, qual piuma al vento, muta d'accento e di pensier. E di pensier di pensier. Merci. Non piodrai farfallone amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando riposo, Narcisetto dolcino d'amor. Delle belle turbando riposo, Narcisetto dolcino d'amor. Non più avrai questi bei pelacchini, quel cappello leggero e galante, quelle chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pelacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piedrai farfallone amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando riposo, Narcisetto dolcino d'amor. Delle belle turbando riposo, Narcisetto dolcino d'amor. Tra guerrieri può far bacco, grado stecchi stretto sacco, schioppo spalla, sciabola in fianco, collo dritto, muso franco, un gran casco, un gran turbante, molto onor, poco contante, poco contante, poco contante. Ed invece del fandango una marcia per il fango, per montagne e per valloni, con le nevi e i soglioni, al concerto di tromboni, di bombarde e di canoni, e le pale e tutti i tuoni alle orecchie fa fischiar. Non più avrai quei pelacchini, non più avrai quale chioma, non più avrai quel capello, non più avrai quell'aria brillante. Non più dai farfallone amoroso, notte e giorno di torno girando, delle belle turbando riposo, Narcisetto dolcino d'amor. Delle belle turbando riposo, Narcisetto dolcino d'amor.
che rubino la vittoria alla gloria militar, che rubino la vittoria alla gloria militar, alla gloria militar, alla gloria militar. Merci beaucoup. Merci. Ya da da dai da 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 dai ya da dai da da ya da 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 ya da dai ya da 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 dai da 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 dai da 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 ya da dai ya da 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 dai da 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 Merci. Passons au violon.
Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci. Merci Thierry. Avec joie. Merci beaucoup. Chers amis, bienvenue à vous en cette soirée déjà mémorable, célébration du bouillonnement culturel de Lille depuis toujours, ville emblématique surnommée le Paris des Pays-Bas. Ça a sa sortie avec le Paris du Nord qui presque rime. Ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir plusieurs personnalités merveilleuses. Vera Dupuis, passionnée d'histoire et fervente protectrice de notre patrimoine, et Paul-Henri Guermont-Pré, éditeur, écrivain, connaisseur hors pair de notre culture et brillantissime organisateur d'événements culturels. Vera nous plongera dans les origines de Lille, depuis le XIe siècle, où la ville se positionnait déjà en pivot entre les Pays-Bas et la France, puis bien sûr la brillante période bourguignonne aux fêtes et aux arts fastueux, enfin à la survenance étonnante du royaume de France aux royales artères. Paul-Henri, quant à lui, nous emmènera dans une aventure historique et culinaire en évoquant la maison mère, véritable institution lilloise fondée en 1677 et qui n'a jamais discontinué depuis. Mère devint tout naturellement le rendez-vous des personnalités, de la société, un salon, car Lille eut une tradition de salons, de cercles et de mécénat dont je collectionne les élégants et colorés témoignages et qui m'ont toujours guidé pour organiser nos soirées. Juliette Nothomb, notre invitée d'honneur, auteure belge de romans pour enfants et chroniqueuse littéraire et culinaire, est née à Kinshasa. Parmi ses ouvrages figurent La cuisine d'Amélie, 80 recettes de derrière les fagots, et récemment Chez Mère, songes et délices de pâtisserie.
Elle est la sœur aînée de l'écrivain Amélie Nothomb. Enfin, nous sommes honorés et heureux d'accueillir à nouveau la princesse Alain Murat, qui nous passionna lors d'un de nos dîners avec l'histoire de son antique famille des Tramcourt et Chabot-Tramcourt. Le rayonnement du prince Alain Murat et de son épouse et de leur fille, la princesse Mathilde, en Géorgie, est remarquable, historique, et il nous importe de le souligner ici. Cette réception inaugure le cercle des lignages, qui en fait existe après ces 10 années, cette année, de soirées lignatiques du Paris du Nord, émanation de l'Association des lignages de France, ALF, que j'ai créée suite de mes nombreux ouvrages sur l'histoire des familles et leurs équations et la nécessité d'aider les vraies élites. Le symbole du cercle des lignages est l'habit, ce vêtement que je porte, que je souhaite généraliser et qui incarne l'ancienne, je dis bien l'ancienne, autorité occidentale. Messieurs, chers amis, procurons-nous cet habit, vêtement si emblématique et élégant, qui met en valeur toutes ces robes longues, magnifiques, que vous nous offrez, mesdames. Et venons nombreux ainsi vêtus à notre prochain dîner. C'est donc un appel public que je formule à tous ici. On trouve des habits ici et là, voire même au marché aux puces, par exemple, mais je pensais qu'on pourrait faire appel à un grand couturier et j'avais fait une demande à un de nos nordistes cousins qui s'appelle Marc-Antoine Barrois et qui pourrait produire un certain nombre d'habits qui nous permettraient d'unifier nos dîners. Merci enfin à David Boubani de nous avoir ravis par ses prouesses musicales, mêlant avec maestria, violon et voix d'opéra. Merci beaucoup, David. Merci aussi au plus beau palais de Paris de nous accueillir à nouveau. Merci de nous avoir permis aussi ces magnifiques bouquets, ce nappage, et continuons cette belle soirée, chers amis. Voilà. Je vais appeler nos orateurs, donc Juliette, Vera et Paul-Henri. Si vous voulez venir dire quelques mots, Juliette, ce serait formidable. Merci beaucoup. Et merci aussi au plus beau palais de Paris de nous accueillir à nouveau. Merci de nous avoir permis aussi ces magnifiques bouquets, ce nappage, et continuons cette belle soirée, chers amis. Voilà. Je vais appeler nos orateurs, donc Juliette, Vera et Paul-Henri. Si vous voulez venir dire quelques mots, Juliette, ce serait formidable. Merci beaucoup. Voilà. Bonsoir, mesdames, messieurs. Je tâcherai d'être brève, quoique le bavardage soit mon sport préféré, mais j'ai pitié de vous. Je suis tellement heureuse de pouvoir participer à cette soirée qui, avant tout, je pense, est placée sous le signe de l'art et de la beauté, car l'un ne va pas sans l'autre, et avec leur petite sœur qui s'appelle la gourmandise. La gourmandise avec un grand G, c'est-à-dire pas seulement ce réflexe enfantin qui est en chacun de nous de faire une pile de chaises pour atteindre le dernier pot de confiture au-dessus de l'armoire. Nous le vivons tous, ça c'est la gourmandise stricto sensu, mais la gourmandise lato sensu, c'est-à-dire la gourmandise de la vie, la gourmandise du partage, et puis aussi tout ce qu'elle peut générer, c'est-à-dire ce besoin de plaisir, ce besoin de beauté, et la forger, parce qu'on n'est pas seulement gourmand au moment où on mange quelque chose d'extraordinaire, on l'est par anticipation, et on l'est a posteriori.
Je pense que ce sont tous cette rêverie et ces fantasmes qui nous font vivre, qui nous apportent le plaisir de la vie, qui est quand même un des premiers buts de l'existence. L'ascèse, c'est très bien, parfois, mais le plaisir et le bonheur sont tout de même beaucoup plus importants. La beauté aussi, la beauté du Nord, la beauté de la ville de Lille. Je suis moi-même une fille du Nord, une fille de Bruxelles, donc encore plus dans les solitudes glacées de la calotte polaire. Quoique déjà nous produisions du thé en Belgique, il y a des jardins de thé. Et peut-être d'ici quelques années, nous produirons aussi du Bordeaux. Merci au réchauffement climatique qui nous a en cela beaucoup aidé. Nous n'avons pas encore l'huile d'olive, mais ça ne saurait tarder. Et avant d'aller aussi haut, arrêtons-nous chez Mère, pour laquelle, maison vénérable, j'ai eu un véritable coup de cœur il y a de cela une bonne dizaine d'années, conjointement à son grand orchestrateur, Paul Henry, qui est à la fois mon ami, mon complice, qui me fait rire les jours où je n'ai peut-être pas trop envie de rire. Il suffit de penser à Paul Henry et je dis « Ah !» Mon sourire se forme. J'ai découvert Paul Henry à travers les créations de la maison mère, à commencer par l'emblème de cette maison, qui est la fameuse gaufre. Alors il faut savoir qu'en Belgique, nous sommes un pays très scientifique, nous faisons une distinction entre la gaufre et la gaufrette. Ce que mère appelle gaufre, en Belgique, on dit gaufrette parce qu'on aime les diminutifs. Mais voilà, les Belges ont malgré tout compris que la gaufre mère, que nous appellerions gaufrette, et que nous produisions chez nous, mais pas avec une telle excellence, a séduit le peuple français et a séduit aussi le peuple belge, parce que c'est une pâtisserie absolument délicate et qui est, comme toutes les choses merveilleuses, d'une simplicité absolue. 3 ingrédients, de la vanille, du beurre et de la farine. Mais porter à l'excellence, c'est comme la musique, hein. 3 notes merveilleuses peuvent en dire plus long qu'une symphonie endormante. Donc voilà, j'ai été séduite, à commencer par cette gaufre, et puis par la suite à tout ce que j'ai vu chez Mère, qui ne se limite pas aux pâtisseries, mais qui se prolonge par tous les objets extraordinaires que vous pouvez voir dans cette maison, mais aussi la maison elle-même, qui est faite de dorures, de miroirs, et aussi de tous ces prestigieux invités dans le passé. Pour ne citer que Marcel Proust, Marguerite Yourcenar, qui était une grande gourmande. Voilà, et peut-être que si Rossini, qui était aussi un gourmand, ou Alexandre Dumas, qui était passé par Mère, je pense qu'ils eussent été séduits, eux aussi. Voilà, donc je vais laisser la parole à Paul Henry, qui vous parlera de cette maison mieux que moi, mais j'ai eu la chance de visiter, Paul Henry, votre cabinet de curiosité, qui est une pure merveille de diversité, d'humour aussi, et de beauté. Je vous souhaite, mesdames, messieurs, de prolonger cette merveilleuse soirée dans cet endroit tellement sublime que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce à vous. Et je vous souhaite encore une excellente soirée. Merci à vous. Merci Thierry et cher Président pour vos mots aimables. Mesdames, Messieurs, à mon tour... Vera, voulez-vous rapprocher du micro? Voilà. À mon tour de faire revivre l'île de Paris des Pays-Bas. Le temps de cette soirée... Peut-être ça en main, peut-être. Non, voyez, je crois, ça ira? Je pense que ça va aller, merci beaucoup. Rapprochez-vous bien du micro. Alors, pour faire revivre l'île, le Paris des Pays-Bas, je me suis plongée dans le mémoire de la Société des sciences de l'agriculture des arts dont je suis l'archiviste, 60 000 pages, pour vous extraire quelques grandes heures de la ville de Lille, de sa splendeur des arts, de la musique, de son architecture flamboyante, de ses fêtes somptueuses. Et ces grandes heures commencent très fortes. Dès le XIe siècle, le souverain est le comte Baudouin V, comte de Flandre. Il a une adorable fille dont est tombé
éperdument amoureuse, le duc de Normandie, le futur Guillaume le Conquérant. Il envoie en bonne et due forme à Lille, en Flandre, son écuyer demander la main de Mathilde, la fille du comte. Mathilde refuse, sous prétexte qu'elle ne veut pas épouser un aventurier. Sur ça, Guillaume, fou d'amour, fou de rage, il galope en Flandre. Il part d'un vol intrépide, il part plus rapide que le vent des cieux, dévorant l'espace. Il bondit, il passe, éclair furieux. À travers la plaine, on pourrait à peine le suivre des yeux. Il s'est élancé si vif de passage que Varlet ni Page ne l'ont annoncé. Et il enlève Mathilde, selon la légende. Je vous rassure, ils furent terriblement heureux. Ils ont eu beaucoup d'enfants. Mathilde est devenue reine d'Angleterre. À Lille, nous avons depuis le XIe siècle une rue qui s'appelle rue d'Angleterre. Et si vous faites attention, dans les mois qui vont suivre, la Normandie s'apprête à fêter le millénaire de la naissance de Guillaume le Conquérant. Ils viennent lancer, avis aux amateurs, aux artistes, la Normandie vient lancer un appel aux artistes en disant « Nous souhaitons ajouter à la dernière image de la tapisserie de Bayeux, appelée aussi tapisserie de Mathilde, une dernière broderie, celle du couronnement de Guillaume à Westminster Abbey. » Bon, on va avancer à pas de géant, et en géant, le Nord s'y connaît bien, et nous allons arriver au XIVe, XVe siècle. L'île, cette fois-ci, est gouvernée par les ducs de Bourgogne, tout simplement parce que la dernière fille du comte de Flandre, Marguerite, va épouser Philippe le Hardi, premier duc de Bourgogne, mais aussi le fils du roi Jean le Bon. Et ces ducs de Bourgogne vont hisser l'île sur le plan politique et artistique très haut. Il était de coutume de réunir à Lille tous les peintres flamands, ce qu'on appelle souvent les primitifs flamands, et chez nous à Lille, par exemple, a vécu pendant 2 ans l'un des meilleurs, Jan van Eyck, de 1426 à 1428. Mais ce sont surtout, on a oublié un peu, ce duc du Bourgogne, c'est une cour brillante de 1000 hommes qui se déplacent entre ces 3 capitales, c'est-à-dire Dijon, Lille, Bruxelles. Et ce sont des mécènes avant l'heure, mais ils ont laissé surtout à Lille le goût pour les fêtes, et dont la plus importante est probablement la fête du vœu du faisan. Elle a ses origines dans une lettre du pape Nicolas V qui envoie au grand-duc d'Occident, donc Philippe le Bon, une lettre en disant, l'implorant, s'il vous plaît, réunissez tous les chevaliers d'Europe chez vous à Lille et repartez à Constantinople pour libérer cette ville des Turcs pris en 1453. Alors le duc va bien sûr organiser une très grande fête, ça prend des mois, et un 14 février en 1454, pendant une semaine, vont se réunir au palais de Lille, au palais de la Salle, tous les chevaliers d'Europe. Et cette fête va durer une semaine. Il faut imaginer une immense salle de banquet, un peu plus grande que la nôtre aujourd'hui, puisqu'elle est garnie de 12 tapisseries au thème les 12 travaux d'Hercule. Et surtout, il y avait des tables immenses dressées, d'où, par exemple, d'un pâté sortait un orchestre de 28 musiciens. Et sur une autre table, il y avait une église avec ses cloches et un bateau, et surtout une prairie plantée de fleurs d'arbrisseaux avec des rochers et des rubis et des saphirs. Le buffet, bien sûr, resplendissait de vases d'or, d'argent et de cristal. Et Thierry, peut-être une petite idée pour votre prochain dîner ici. Quand chacun fut assis, le banquet commença. Chaque plat était porté par un chariot d'or et d'azur qui descendait du plafond. À la fin du banquet,
le personnage important, Toison d'Or, rentre avec un faisan, comme on avait l'habitude à l'époque, richement paré de perles et de saphirs, et chaque chevalier a dû jurer devant le faisan qu'il partirait bien en croisade à Constantinople. Bien sûr, personne n'est parti, mais ça reste longtemps en mémoire pour la plus grande fête que l'Occident ait connue. Alors, d'autres grandes heures vont arriver. Cette fois-ci, nous sommes devenus à l'île Pays-Bas espagnol. Ça se passe toujours pacifiquement, toujours par mariage. Et la grande heure pour l'île commence tout de suite en 1600. Pour les historiens, les années 1600 à 1650, c'est l'âge d'or de la ville de Lille. Et ce 5 février, il gèle à Pierrefonds, rentre dans la ville de Lille, comme on dit, la joyeuse entrée de leur Altesse Sérénissime, les archiducs Albert et Isabelle. Isabelle est la fille du roi Philippe II. Il a envoyé sa fille avec son nouveau époux à Lille et en Flandre, bien sûr, pour gouverner le pays. Et comme toujours à l'époque, les médias n'existaient pas, il n'y avait pas d'image, pas de radio, pas de télé, les images ne circulaient pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh bien chaque fois, le souverain s'est présenté à la population. Et en Flandre, nous avons l'habitude des joyeuses entrées. Encore une fois, ce 5 février 1600, il faut imaginer que la ville de Lille s'est transformée en un immense théâtre. On avait érigé en tout mélanger 25 théâtres et arcs de triomphe, grandeur nature. Quand je parle de théâtre, il faut imaginer un tout petit peu, peut-être comme les kiosques de musique qu'on avait au 19e siècle, sauf que là, c'était couvert de damas brodés d'or et à l'intérieur, bien sûr, avaient pris place les personnages qui mimaient une petite scène de l'histoire de Lille, de Lydéric de Finard, de nos géants ou des bonnes comtesses, Jeanne et Marguerite, quand les souverains passaient. Et vous imaginez bien, ces souverains, quand ils passaient, non seulement la ville était pavoisée et illuminée, mais toute la ville était sur ses jambes et ils étaient suivis par non seulement 12 hommes qui portaient un baldaquin autour de Albert et Isabelle dans un beau cheval blanc qui traversait la ville, mais ils étaient suivis de 60 bourgeois, de 60 bourgeois en robe fourrée de noir, tenant chacun une torche enflammée. Et on apercevait les ambassadeurs d'Angleterre et d'Espagne, les princes d'Orange et les clergés, bien sûr, les 4 confréries, ça veut dire les canonniers, les arbalétriers, les tueurs d'armes. Et, cher Paul-Henri, cette fois-ci je me tourne vers vous, devant ce qui deviendra plus tard la pâtisserie mère, était installé un immense arc de triomphe et loge pour l'archiduc Albert. Et on sait, à cette époque-là, dans votre maison, au 27 rue Escamoise, habitait un apothicaire à l'enseigne du Laurier Vert. Il faut imaginer que toute la ville, finalement, était comme un tableau flamand. Et vous savez bien, un tableau flamand, les Lillois, les gens du Nord s'y connaissent bien. En même temps que l'archiduc arrive et l'archiduchesse, il y a Rubens, il y a Jordens et Van Dyck qui sont là, ils peignent pour nos couvents, ils ont des commandes, et leurs grands tableaux, les descentes de croix, le martyr de Sainte-Catherine, les apôtres, les bergers, tout ça, on le retrouve bien sûr aujourd'hui au Palais des Beaux-Arts de Lille, où il coudoie l'école espagnole avec les Goya, la Sol hollandaise avec le Van Ruysdael, le Frans Hals, bien sûr une salle italienne avec les Véronèse, et le 19e est très bien représenté également par l'école française avec Delacroix, Puvis de Chavannes, David. En même temps, toujours à l'époque de cet âge d'or, Lille va construire probablement l'un des plus beaux bâtiments, c'est-à-dire la vieille bourse. Vous savez, Lille est une ville de commerce, rien d'autre. On ne vient pas à Lille pour admirer des châteaux ou pour retrouver des grandes abbayes, des églises, non.
Lille est une ville de commerce, c'est son esprit, c'est sa façon de vivre. Et quand on lit à l'époque, 16e, 17e siècle, un tout petit peu les statistiques, la ville avait tout juste 30 000, 40 000 habitants. Et bien sur les 6 000 maisons que comptait la ville, 4 000 maisons étaient occupées par les marchands. Arrive la grandeur, l'île devient française. Louis XIV, qui avait épousé l'infante Marie-Thérèse, l'infante d'Espagne, Marie-Thérèse, il estimait que la Flandre lui revenait par dot. Et comme finalement les Lillois, tout le Nord était très attaché à finalement encore la ville bourguignonne, Louis XIV a mis en 1667 le siège devant la ville de Lille et les magistrats savaient bien qu'ils ne pouvaient pas résister longtemps à cette armée la plus puissante d'Europe. Et donc, pendant la bataille, on a envoyé déjà des messagers dans le camp de Louis XIV pour dire « Sire, pendant la bataille, indiquez s'il vous plaît votre position pour que nos boulets ne tirent pas dans votre direction. » Et vous imaginez bien que Louis XIV a répondu, plus âpre la bataille, plus grande sa victoire. Effectivement, après 15 jours, la ville signe la reddition. C'est un 27 août. Et le 28 août, Louis XIV rentre dans la ville. Le magistrat lui présente les clés. Et le témoin d'époque nous le décrit. Il était monté sur un cheval comme un César, la tête élevée droite, d'une bonne taille, son juste au corps tout entièrement brodé de fils d'or et d'argent, le fond était bleu. Il avait sur sa tête un chapeau avec un panache rouge tressé, les cheveux lui tombaient sur les épaules. Il était ceint d'une écharpe bleue bordée de grandes dentelles, de belles bottes et un éperon d'or. Enfin, il avait toutes les qualités requises à la majesté d'un roi. Je vous l'avais dit, les Lillois ne sont pas tellement heureux de devenir français. Et c'est là où commence une véritable campagne de séduction de Louis XIV. 3 ans après, en 1670, il arrive avec, bien sûr, la reine Marie-Thérèse, Madame de Montespan, de Mademoiselle de la Vallière et d'une cour brillante. La suite se composait de 300 carrosses, 400 chariots et 3200 cavaliers. Et le soir, quand la ville est illuminée, les chandelles dans toutes les fenêtres, les tapisseries accrochées devant les maisons pour embellir la ville, eh bien Louis XIV jette dans la foule 3000 louis d'or, et ça aussi le lendemain. Donc vous imaginez, ça a dû adoucir un tout petit peu l'accueil des Lillois. Et Louis XIV était tellement fier de cette ville, il disait « Lille vaut bien une province ». Quand lui reçoit à Versailles en 1686 des ambassadeurs du Siam et des mandarins, il les envoie à Lille pour qu'ils admirent la reine des citadelles que Vauban avait construite en 3 ans. Alors, un autre pas vers le XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières. Et comme à Paris, Lille aussi va créer ses écoles académiques, c'est-à-dire de dessin, de mathématiques, de sculpture, de peinture, d'où sont sortis grand nombre de nos architectes, de nos peintres qui maintenant, quand on visite Lille, on va vous citer un nom de Gombert, de Verly, de Lequeux. On va pour les peintres vous citer un Vicard. Moi, par exemple, j'étais à la table de Vicard, qui était un peintre du XVIIIe siècle et qui a légué à notre Société des sciences 1400 dessins de la Renaissance, de Raphaël, de Michelangelo, etc. Mais surtout, Lille a créé tout de suite, en 1702, un théâtre, la Comédie, rue de la Vieille Comédie, et elle est intimement liée à un seul homme, à Voltaire. Voltaire avait des attaches à Lille. Sa nièce, Madame Denis, habitait le quartier royal. Elle avait épousé un commissaire aux guerres. Et vous le savez, Voltaire aimait sa nièce. Ils ont d'ailleurs vécu les 30 dernières années ensemble parce que Madame Denis était devenue veuve. Ils ont vécu à Ferney, où, comme on disait, l'aubergiste de l'Europe, puisque Voltaire à Ferney recevait tous les grands de l'Europe qui faisaient le tour
d'Europe. Au retour, on s'arrêtait à Ferney. Mais revenons maintenant, pourquoi est-il à Lille particulièrement de janvier à avril 1741? Voltaire, on le voit comme philosophe, mais en vérité, sa passion était toujours le théâtre. Il adorait le théâtre et il avait, comme on dit, en stock, une pièce qui ne s'était encore jamais jouée. C'était le fanatisme ou Mahomet le prophète. Et donc, pendant 4 mois, il a tout fait. Il s'est occupé de la mise en scène, il s'est occupé du décor, il s'est occupé des costumes des acteurs et surtout, il a fait venir à Lille la meilleure troupe qui existait à l'époque à Paris, la troupe de la Nouée, et il avait aussi ses actrices qu'il aimait, Mademoiselle Gautier par exemple, et tout ça bien sûr en présence de Madame du Châtelet. Nous arrivons au XIXe siècle. Je le résume en un seul mot, château de l'industrie. Vous le connaissez, nos merveilleux châteaux de l'industrie en briques avec leurs tours immenses, par exemple Mode Possu à Roubaix. Et qui dit l'industrie, il dit transport. Et ça tombe bien. James de Rothschild s'apprête à inaugurer la première ligne de chemin de fer entre Paris et Lille un 14 juin 1846. Et on a du mal à imaginer, il avait invité 2000 personnes, dont Victor Hugo, Mérimée, Ingres, Balzac. Tout le monde avait pris place au train qui quittait Paris. On ne disait pas une gare encore, c'était un embarcadère. On s'embarquait à Paris et on débarquait en province. Donc l'embarcadère avait bien sûr, dès 6 heures du matin, accueilli toute cette foule, les hommes en redingote, chapeau haute forme, les femmes élégantes en jupe longue. Et les journaux parisiens avaient envoyé leur meilleur journaliste, Théophile Gautier, qui, heure par heure, décrit les voyages et surtout la journée à Lille. Et, par exemple, il écrira plus tard dans son journal, « Pour citer toutes les illustres qui se trouvaient là, il faudrait nommer tout ce que Paris renferme de grands, de riches, de savants, d'honorables, à quelque titre que ce soit. Jamais il n'y eut cohue plus célèbre et plus glorieuse. » Eh bien, parmi tous ces invités, il y avait Joséphine de Gaulle, la grand-mère du général. Et Joséphine était une femme épatante. Elle avait publié plus de 60 livres et surtout, elle avait décidé qu'elle allait écrire le premier guide de chemin de fer en France. Elle est donc à bord du train. Son livre va sortir quelques années plus tard et je vous cite juste 3 phrases, puisque vous connaissez tous notre gare du Nord. Vous voyez tous la sortie quand on quitte la gare du Nord. Voilà ce qu'elle dit. Elle s'extasie déjà des chèvres du Tibet qui broutent l'air dès que le train franchit le pont de Saint-Ouen, avant de s'arrêter une première fois à Saint-Denis, où Joséphine est immédiatement sous le charme du lieu. Il est impossible d'imaginer un paysage plus riant, dit-elle, plus gracieux, plus peuplé de souvenirs, pour aussitôt, bien sûr, évoquer l'abbaye de Saint-Denis. Et puis, elle continue. L'île de Saint-Denis, ce charmant bouc de verdure semé de blanches maisons, avant de s'extasier quelques kilomètres plus loin, sur la vallée de Montmorency, Éden des Parisiens, Sainte chérie des romanciers, Helvétie en miniature. Après 6 heures, le train arrive à Lille. Sur les quais sont bien sûr accueillis par l'archevêque qui va bénir le train, le voyageur, et surtout Hector Berlioz, parce que James de Rothschild l'avait contacté quelques semaines avant en lui disant « Cher monsieur Berlioz, écrivez-moi pour cette journée d'inauguration une petite cantate de chemin de fer. » Donc Berlioz, bien sûr, est arrivé quelques jours avant pour s'entraîner avec la chorale et l'orchestre pour qu'ils jouent comme il faut pour l'accueil de tous ces voyageurs.
Un énorme banquet est organisé. Les Lillois sont assez déçus parce que tout vient de Paris. Les cuisiniers, les serveurs, les plats, le champagne, rien vient de Lille. Et Berlioz, qui est resté toute une semaine, tout le soir, les Lillois lui ont fait des sérénades, des ovations sous sa fenêtre, et tout ému, après une semaine, quand il quitte Lille, il dira « Lille est la ville la plus musicale de France ». Et si vous permettez, je vais terminer par une image, puisque j'avais choisi ce titre « Lille et le Paris des Pays-Bas ». On est en train de vous donner le dépliant avec l'image que je vous demande d'ouvrir. Voilà, si vous l'avez tous à main, vous l'ouvrez et vous regardez. Nous sommes en 1707. C'est un tableau peint par un grand peintre flamand, Alexandre van Bredal. Je vous laisse tranquillement à la maison lire le petit texte où j'explique ce qui se passe, mais nous sommes en 1707 et vous voyez là la grande place avec ses belles maisons, avec ses pignons un peu baroques, mi-Renaissance. On devine encore sur la droite l'église Saint-Étienne qui va être incendiée pendant le siège des Autrichiens. Et bien sûr, encore une fois, vous le verrez en lisant le texte plus tard, toute la noblesse d'Europe s'est encore une fois réunie à Lille. Et j'estimais, en voyant ce rang de maisons sur la grande place, on parle toujours de la plus belle place d'Europe du Nord, c'est Bruxelles, mais vous voyez bien, ce sont des sœurs. Et notre voyageur qui s'exclame en 1714, Lille et le Paris des Pays-Bas, je crois qu'il a eu raison. Je vous remercie. Bravo. Plein d'images, bravo. Paul-Henri. Alors, je tiens tout d'abord à remercier Thierry Prouveau pour sa patience. Effectivement, ça fait maintenant plus de 10 ans qu'il me demande de raconter l'histoire merveilleuse. Ce terme vient de Vera, merci Vera, je lui dois beaucoup. Je pense que depuis 35 ans, nous nous parlons quasiment tous les 2 jours. Il y a d'autres personnes que je vais remercier également. Thierry, je le remercie d'avoir patienté 10 ans parce que nous avons découvert des documents qui nous ont fait vieillir de 150 ans. Ce qui prouve que, en réalité, la maison démarre en tant qu'apothicaire dès 1607, apothicaire confiseur, et 1667 en tant qu'on devient pâtissier, puis viendra l'activité du chocolat, l'activité d'importation de thé, des mélanges de thé, etc., etc. Alors, Thierry, je l'admire beaucoup également par son esprit d'à-propos, car une des dernières conférences ici, nous en étions à Proust et nous passons donc de la Madeleine à la gaufre. Il n'y a que Thierry pour avoir des idées pareilles. Bravo, bravo Thierry. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire? Maire, c'est un bâtiment à l'origine. Ce qu'on connaît, c'est un bâtiment qui fait presque 4000 m² en centre-ville, qui traverse entre 2 rues, la rue de Pas et puis la rue Esquermoise. On a découvert, il n'y a pas longtemps, découvert en argent bien entendu,
Nous avons donc découvert des documents qui datent du XIVe siècle, ce qui fait que c'est une des deux plus vieilles trouvailles de bâtis lillois. Il y a des bâtiments à pans de bois, des bâtiments 18e classiques, il y a des bâtiments Louis XV à triple galbe, il y a de l'architecture industrielle, et il y a même de l'architecture en béton construite en 1928 par l'architecte, le grand architecte Cordonnier, dont l'arrière-petit-fils est ici présent, et nous a commis un ouvrage éblouissant sur l'œuvre de son aïeul. Pourquoi tous ces grands bâtiments? On accueille 8 laboratoires différents. Confiserie, glace, pâtisserie, traiteur, restauration, etc., etc. Tout ça, ça demande du monde. Il y a aujourd'hui 120 personnes, nous aimerions être 150. 150 personnes, mais 120 personnes aujourd'hui, uniquement des gens passionnés. Nous avons une chance folle. Pour ceux qui viennent régulièrement dans cette maison, on découvre des gens certains sont là depuis 6 ou 7 générations. Aujourd'hui, ce qui est surprenant, j'ai fait le compte avant de venir, 8 personnes actuellement chez Maire sortent des beaux-arts. Donc ils ne sortent pas simplement des écoles de pâtisserie, de chocolaterie, etc., etc. Alors, il y a le personnel qui est éblouissant. Vous avez bien sûr des recettes, c'est trop long pour en parler, et le livre de Juliette, que je remercie en passant pour ses propos les plus délicats. C'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer Juliette, et ce ne sont que des moments magiques, avec un livre qui sort avec 3 ans de retard. Il faut dire qu'il y a eu le Covid, et puis il y a eu mon rythme de sénateur qui a complété tout ça. Alors, il y a des propriétaires, il y a 4 grandes familles assez incroyables. Il y a un dénommé Guidin, avec des associés. Lui, il est apothicaire. C'est une famille d'apothicaires de marine. On trouve des boutiques déjà de Guidin sur la grande place de Lille. On voit une maison à pans de bois. Ça, c'est 1607. 1667, on voit arriver un banquier qui est en même temps sucrier. Ce sucrier va traverser la rue, prendre le bâtiment actuel qu'il va d'abord louer aux hospices. Et il va bien sûr, grâce à une multiplication par 10 de la surface, il va adjoindre les nouvelles activités de pâtisserie, d'importation, un peu d'épices, de choses comme ça. Et puis arrive un personnage très intéressant, du moins une famille, la famille Rollet. Et alors ces Rollet, ils sont confiseurs déjà depuis le XVIe siècle du côté d'Abbeville. Ils arrivent là, et il y a beaucoup d'anecdotes à raconter sur mer. Mais il se trouve que l'un des Rollet, surnommé Modo de Rollet, on n'a jamais compris d'où venait ce terme de Modo de Rollet. Au moment juste après la Révolution, il y a une réunion de francs-maçons qui se fait surprendre à Rome. Et ils se font embastiller par Monseigneur de Bisca, qui est le ministre de la police. Et c'est Rollet, qui vivait à mi-temps à Rome, qui rentre précipitamment de Lille et qui va faire libérer l'ensemble, à l'exception d'un personnage. Alors, dans l'ensemble, vous avez le fameux chevalier Vicard, vous avez des grands peintres, vous avez des prélats. Il n'y en a qu'un qui ne sortira pas, c'est le mage Balsamo. Donc, on arrive dans l'histoire des bijoux de la reine, on tombe dans des histoires assez incroyables. Modo de Rollet, c'est l'ami des arts. Sa fille, Claire Rosalie, va être peinte par Girodet. C'est quand même un très très grand peintre. Eh bien, Girodet, Claire Rosalie, va épouser un comte qui est le comte Aimé Houzé de l'Aulnoy. C'est cette famille à qui j'ai repris les murs il y a maintenant 35 ans. Mais les Houzé de l'Aulnoy vont abandonner la pâtisserie et vont la transmettre à une famille qui s'appelle Merthe. Alors, nous en arrivons à une question très très importante. Mère, comment prononcer mère? C'est compliqué. Déjà, si je me présente, Paul-Henri Garmont-Pré, maison mère, on me dit oui, mais de quelle société? Alors déjà, je suis dans l'embarras. Après, le flamand, je ne sais pas, vous qui représentez Merthe,
Même le wallon dit merc. À Lille, on dit mer. Et si Georges marchait, si on marche dedans, pardon, c'est encore une autre histoire. Le terrain est glissant. Alors le fameux maire, le premier, Paulus Augustinus Peter, il est d'une famille de confiseurs de la région d'Anvers et en même temps il travaille chez des cousins qui ont une société de connaissement maritime. Il voit partir les voiliers chargés d'étoffes, de pierres, etc. et qui reviennent avec des épices. Ça le laisse rêveur. Et il se dit, je vais faire un tour du monde des épices durant 2 années. Il va revenir 7 ans plus tard, parce qu'il est lent, mais il va aller à Ceylan découvrir le thé, il va aller découvrir les prémices du cacao, il va découvrir la muscade et surtout la vanille, qui est un des secrets de la gaufre mère. Il va connaître les meilleures vanilles aux îles de Bourbon, etc. Alors, il laisse son nom à la maison, mais donc je dois le reprendre, ce monsieur maire. Il fait ce grand tour, il se dit, je vais m'arrêter à Istanbul, chez le grand producteur de Turkish Delight. Là, il va voir des commis qui viennent de Vienne, de la maison qui s'appelle Demel, grand fournisseur plus tard de Sissi. Chez Demel, il va découvrir des commis qui viennent de Paris, d'une maison qui se nomme Ruppelmeyer, que tout le monde connaît aujourd'hui sous le nom d'Angelina. Et chez Angelina, il va trouver également des commis qui viennent de chez Maire, parce qu'il s'échangeait beaucoup le savoir, etc. Et là, il va arriver chez Maire, il va voir la fille du patron qui est gironde, peu farouche, richement dotée, et bien sûr l'amour fera le reste. Son fils est souffrant, il reste que 10 ans, son fils est souffrant, a des problèmes de poumons, il part en Algérie pour que ses poumons soient un peu soit aidés. Malheureusement, son fils va être emporté. Entre-temps, il cède à son frère Jacques, qui lui va diriger l'affaire et va mourir aussi 6-7 ans plus tard. Son épouse a un beau-frère qui s'appelle Monsieur Liénard, pas l'écriture de Monseigneur Liénard. Il y a une différence entre le T et le D, comme chez les Dupont. On revient outre-Quiévrin, bien entendu. Et ce beau-frère va récupérer l'affaire mère. On ne parle pas de lui, ce monsieur Liénard. Et cet homme, il connaît tout. Il a une idée du juste luxe. C'est lui qui va ramener des flacons, il va faire travailler Dôme, il va faire travailler des producteurs japonais, chinois de céramique, il va faire fabriquer des boîtes en papier mâché éblouissantes, il va faire travailler les émaux de Limoges, et on a découvert toutes ces choses un peu à la fois, grâce à des chineurs, grâce beaucoup à des clients. Je vous le dis en passant, vous pouvez aussi nous ramener des objets, des témoignages, mais on nous a ramené énormément de choses. Quand je suis arrivé dans cette maison, il y avait 5 cm de documents. Aujourd'hui, il y a un bureau qui dégorge, qui est trop petit, avec des correspondances de clients, correspondances fournisseurs. Et tout ça, ça nous a été ramené, c'est trop long à raconter, mais il y a une richesse incroyable. Alors après ça, Monsieur Liénard va céder en 1903 une famille qui est formidable aussi, qui est la famille Cardon. Et nous allons arriver... Alors c'est la famille Cardon, ils vont briller, et puis ils vont subir la guerre 14. La grand-mère Cardon, qui avait caché les bassines de cuivre dont voulaient les Allemands, avait été condamnée à être fusillée, mais comme elle avait 14 enfants, les Allemands se sont dit bon, et puis ils pensaient qu'elle avait la tuberculose. Donc on ne voulait pas la mettre au cachot avec d'autres, en attendant de passer devant le peloton. Nous arrivons il y a 35 ans, c'est presque une erreur, mais une bonne erreur. Moi j'arrive là parce que ma spécialité, une de mes passions, c'était d'acheter et de restaurer des monuments hystériques. Donc les 4000 mètres de chez Maire sont des bâtiments classés. Alors, on a réveillé cette belle endormie, on a essayé de faire ce qu'avaient fait nos prédécesseurs, toujours la qualité dans tout, dans la présentation, dans les recettes. Et puis, comme j'ai peut-être la plus grosse activité de ma vie, c'est de chiner. Dans les sous-sols, nous avons environ 12 000 pièces, 5 000 moules à chocolat au chiffre de la maison mère.
Nous avons 600 fers à gaufre, dont les plus anciens datent de la Renaissance. Nous avons des fers à gaufre avec le profil de Napoléon Ier, Napoléon III, de Louis XVI qui a été buriné au moment de la Révolution. Nous avons même un fer à gaufre qui représente Jeanne d'Arc. Alors Jeanne d'Arc qui termine sur les braises, c'est quand même... c'est un signe. C'est un signe. Alors que dire? Demain, que va-t-il se passer? Alors je crois que c'est un proverbe juif qui dit si tu veux faire rire Dieu, parle-lui de tes projets. Nous souhaitons faire ce que nous aimons. Tout ce qu'on imagine dans cette maison, c'est dire si j'étais client, et je suis client d'ailleurs, qu'est-ce que j'aimerais voir? Est-ce que j'aimerais voir des noms mères partout dans le monde entier, comme la Française des Jeux, comme des tas de chaînes de boutiques qui se plantent, après avoir abondamment conchié avec leur façade des lieux magnifiques. Donc on veut rester relativement confidentiel. On est quand même à Paris, je l'évoquais tout à l'heure, en 4 siècles, il nous a fallu 4 siècles pour faire 200 km, on n'est pas des rapides. Alors, on a beaucoup de chance. D'abord, cette maison m'a permis de rencontrer Juliette, et c'est très important, de rencontrer Vera, qui, j'entends, je crois, quasiment tous les 2 jours. Il y a Pete Swinberg qui est ici, qui a écrit de nombreux ouvrages, qui nous a immortalisés à plusieurs reprises. J'ai fait la connaissance de notre ami cordonnier, et à chaque fois, on tire sur des ficelles. Il vient me voir avec un livre en me disant « Tu sais que le salon de thé a été fait par mon ancêtre ?» Et je lui dis « Oui, et tu sais que les ateliers, en 1930, on a cassé les écuries, c'est ton arrière-grand-père qui a fait ça, et il a construit après un immeuble. » Et puis on découvre que nous avons une maquette, mais qui fait 1,50 m de cube, des écuries que son ancêtre a voulu sauver parce qu'il trouvait ces écuries tellement belles, il en était malade de les briser. Et puis il avait gardé des carreaux de céramique qui décoraient les murs, et puis les plaques pour indiquer les noms des chevaux. Et puis on discute, et puis il me dit, tu sais que mon grand-père a créé 6 ou 7 villas à Ardelot pour la famille Tata avant la guerre 14. Et puis, d'un seul coup, je vois que sur les menus, il y a des noms comme Rajani, comme Sony. Tout ça, ce sont des noms de la famille Tata, avec qui, grâce à toi, Benoît, nous avons un début de correspondance invraisemblable. Donc, on tire, je peux aller plus loin, avec son ancêtre, on découvre qu'il se réunissait chez Mère et que la police secrète lilloise surveillait attentivement ces réunions que la police secrète appelait des confiseries. Pourquoi? C'était les réunions de l'Action française avec les propriétaires de Mère de l'époque, l'ancêtre de notre ami Benoît et mon arrière-grand-oncle qui était le patron de ces activités politiques. Voilà. Alors, il y a sans arrêt des anecdotes. C'est tellement vrai que je parlais du futur et là, actuellement, 12 auteurs... Non, ce ne sont pas les auteurs. 12 auteurs ont écrit chacun une nouvelle sur des anecdotes de Mère. J'en ai cité quelques-unes, on va s'arrêter là. Mais tellement c'est passionnant. Alors, on a parlé du général de Gaulle qui venait chez nous. On a Juliette qui vient, qui a emmené sa grande sœur par la main. On a qui, elle aussi, nous a fait des compliments un petit peu gonflés quand même. Hein, parce que parler aussi bien des produits quand on est belge, c'est vrai que c'est délicat. On a eu énormément d'écrivains qui sont venus. Alain Souchon a chanté La Gaufre. On a même une lettre du père du petit quinquin qui remerciait la maison mère pour avoir gâté son petit quinquin, etc. Voilà. Alors, je vous ai parlé du menu, du musée. Sachez que vous êtes tous les bienvenus. Thierry Prouveau à mon téléphone. Si ça vous intéresse, vous venez. Si vous avez 3-4 jours, tranquillement, on va pouvoir vous montrer ça dans nos sous-sols. Et que dire? J'ai envie de vous dire qu'il n'est de bonne compagnie qu'il se quitte, mais bien entendu, le chagrin de se quitter s'éloigne toujours à la pensée de se quitter. Mais
puisqu'on est ici dans cette association Paris du Nord, je pense qu'il faut, je ne dis pas ça à notre futur empereur Patrick Buoy qui est présent, qui partage presque tous les ans la moule frite avec son épouse et moi-même, mais je pense que désormais il faut plus penser aux moules à gaufres qu'à la moule frite. C'est ce que je peux vous demander. Et enfin, Vera Dupuy est venue sans son mari qui doit être plongé dans des grimoires. Il est non seulement un éminent professeur de médecine, mais il est également un grand artiste. Et il m'a fait la bonne surprise, il y a 3 ans, de me ramener un tableau traité comme Hergé, mais on peut croire que c'est Hergé, et on voit la Castafiore qui dit « Mais, capitaine, moule à gaufres n'est pas une injure chez Mère. » Merci. Un joli mot de la fin. Merci beaucoup Paul-Henri, merci Juliette, merci Vera. Vous nous avez vraiment enthousiasmés parce qu'il n'y avait rien de scolaire, d'universitaire, ce n'était que des images, du voyage, des impressions, des tableaux en fait, et des tableaux flamands qui plus est. Donc merci beaucoup, nous sommes très heureux de ce joli moment tous ensemble. Je voudrais fêter l'anniversaire à Roger Houzel, qui fête son anniversaire aujourd'hui, il est maire de Fin. Et voilà, comme ça, et ceux qui seraient éventuellement intéressés pour faire un voyage de 2 ou 3 jours à Lille, à Roubaix, etc., découvrir évidemment, ouvrir toutes les portes qu'on ne peut pas ouvrir en temps ordinaire. Si ceux-là sont intéressés, vous pouvez me le dire, on pourrait envisager cela. Merci à vous tous.